Bachar el-Assad propose un plan de règlement, de retour à l'équilibre, à la stabilité, à la sécurité, un plan de réconciliation nationale qui est un plan politique, qui est en plusieurs étapes. Il demande aux États qui aujourd'hui financent les groupes armés étrangers pour la plupart, et de plus en plus mercenaires et étrangers, de cesser leur financement et leur soutien. À partir de là, l'armée syrienne cessera de son côté les combats, tout en se réservant le droit de répliquer au cas où il y ait des manquements à un éventuel cessez-le-feu, et d'engager, à partir de ce point, d'engager un processus dans le cadre de la constitution actuelle, qui est une nouvelle constitution, votée d'ailleurs par l'ensemble, par une majorité du peuple syrien, de reprendre un processus législatif dans lequel interviendraient les oppositions tant intérieures qu'extérieures. Tout cela paraît très raisonnable, tout cela est totalement déraisonnable pour Washington, pour Paris, pour Londres, pour Berlin, qui qualifient d'irréaliste, de rupture, non pas schizophrénique, c'est moi qui utilise le terme, avec la réalité. Puisqu'au fond, l'opposition, elle refuse tout en bloc et catégoriquement, mais ce qu'elle a fait depuis toujours et depuis le début, elle refuse et veut le départ préalable de Bachar el-Assad, qui lui, par contre, demande la possibilité de se représenter devant les suffrages du peuple syrien. Bon, si les Syriens ne veulent plus de lui, ils le chasseront. En tout cas, ils ne l'éliront pas. Mais déjà, cette demande est trop excessive. Elle ne l'est pas ni pour les Iraniens ni pour les Russes, qui continuent à soutenir le régime. Les Russes, eux, souhaitant qu'au fond, M. Bachar el-Assad s'efface dans le cadre de ce processus démocratique, mais qui ont réaffirmé, en dépit des interprétations de la presse occidentale ou occidentaliste, maintiennent un soutien indéflectible à l'égard du régime, pour des raisons qui sont nombreuses et variées, puisque les Russes aussi imaginent qu'un jour ou l'autre, ils pourraient être l'objet de déstabilisation interne, de manifestations à l'occasion de tel ou tel scrutin législatif, présidentiel, comme ils l'ont déjà été d'ailleurs par le passé. Alors la Russie, c'est très simple, elle a une position qui est claire. Il y a eu des propos émanant des affaires étrangères russes qui ont été mal interprétés, disant que le régime perd du terrain au plan militaire. C'est tout à fait exact. Mais au rythme actuel, puisqu'il a fallu 21 mois pour conquérir 60% du territoire, et encore, faudrait-il savoir si c'est un terrain véritablement occupé, maîtrisé et contrôlé. Il en restera mettons 40%. Il faudra donc encore un an ou un an et demi pour parvenir au contrôle total et général de la Syrie. Donc nous ne sommes pas sortis de l'auberge de ce point de vue. Aujourd'hui, un certain nombre de voix d'ailleurs disent ouvertement, et c'est la position des Russes, que nul ne peut véritablement gagner au plan militaire. Donc la sortie négociée de cette crise s'impose. Encore faut-il que les deux parties soient d'accord pour trouver un terrain d'entente. Les Russes souhaiteraient que M. el-Assad, qui ne représente pas seulement les Alaouites ou les minorités druzes, chrétiennes, mais surtout un clan au sein même des Alaouites. C'est un clan qui a pris le pouvoir par un coup d'État sur d'autres factions et d'autres tribus et d'autres clans alaouites. Sachons-le, même si l'habillage général est celui du Baas, c'est-à-dire d'un nationalisme arabe et social, qui était d'ailleurs un régime analogue, identique à celui qui prévalait dans l'Irak de Saddam Hussein. Eh bien,
Aujourd'hui, les Russes souhaiteraient cet effacement de la présidence et du clan présidentiel. Ce n'est pas tant la personne du président qui fait problème. Mais ceux-ci savent que si demain matin, ils renoncent à tout, ils renoncent à jouer, à abattre leur dernière carte, ils risquent non seulement d'être mis le dos à la mer, mais même de faire l'objet d'épuration ethnique. Donc la Russie favorable à un règlement négocié, en tout cas, va soutenir le régime tout en souhaitant qu'il y ait des accommodements qui soient pris. Ces accommodements ont certainement été négociés peu ou prou avec Washington. Mais il faut savoir qu'à Washington, on joue au poker et que jouant au poker, le poker est toujours un poker menteur et que l'on a fait traîner la Russie et Moscou pour obtenir une certaine forme de neutralité, alors même que les combats s'intensifiaient sur le terrain. Et ça, les Russes, qui sont, eux, non pas des joueurs de poker, mais des joueurs d'échecs, s'en rendent très bien compte et se rendent compte qu'au fond, aujourd'hui, le déploiement des missiles patriotes à la frontière turque, pas seulement par les États-Unis, mais par un certain nombre d'États européens, est une menace directe, non pas tant contre le régime syrien, c'en est un, c'est sûr, mais également contre les intérêts russes en Syrie même et dans la région. L'installation des missiles patriotes est effectivement le franchissement d'un seuil. Le conflit a franchi un seuil. Officiellement, les grandes puissances occidentalistes, sont extérieures au conflit. En fait, c'est faux. Nous avons des forces spéciales anglaises et françaises en Jordanie, nous avons des forces spéciales américaines en Israël. Le Golan va être remilitarisé. Vous savez que le Golan appartient à la Syrie, mais est occupé depuis 1967 par l'État d'Israël. Ça reste toujours un territoire syrien. C'est aussi un château d'eau. Ce n'est pas seulement une position dominante par rapport aux plaines israéliennes. L'installation des missiles patriotes est quelque chose de grave. Le missile patriote est officiellement une arme antimissile, une arme de défense. Toujours est-il que si on utilisait les missiles patriotes contre des aéronefs syriens survolant le nord de la Syrie, on obtiendrait de facto une zone d'interdiction aérienne, ce que demandent à corps et à cri depuis une quinzaine de mois d'ailleurs les oppositions armées syriennes. Donc tout est possible. On pourra abattre les hélicoptères, on pourra abattre les avions de chasse, les bombardiers. Or, la dernière suprématie du gouvernement de Damas, du régime de Damas, c'est la suprématie aérienne. Voilà. Ça, c'est une chose. Jusqu'à présent, la Russie avait armé la Syrie de moyens de défense antiaérienne à courte portée. On se souvient de l'épisode d'un avion turc de reconnaissance qui en fait testait les défenses syriennes, qui avait été abattu en mer au large des côtes syriennes, à 100 km de Tartous, de la base de Tartous, peut-être par des batteries d'ailleurs conduites, dirigées par des instructeurs ou des officiers russes, j'allais dire soviétiques, russes. Toujours est-il que la Russie s'était abstenue de doter la Syrie de ces moyens extraordinaires de défense antiaérienne qui sont des instruments d'interdiction totaux contre les missiles, avec ces fameux missiles Iskander. Mais je crois que le pas a été sauté, ce qui montre que nous avons franchi une étape vers la possibilité, nous sommes en train de créer la possibilité d'un conflit régional, voire d'un conflit mondial. Ce que dénonce tout le monde, à commencer par les états-majors iraniens qui voient cette montée graduelle mais silencieuse en puissance du conflit. Ça, il ne faut pas perdre ça d'esprit. Les Français croient qu'ils ne doivent faire face aujourd'hui qu'à une crise économique, qu'à une crise de l'emploi, alors que la guerre gronde à leur porte, dans leur juste banlieue, c'est la banlieue, c'est la périphérie immédiate, et que la France est engagée d'ailleurs dans cette guerre.